Bonjour à tous et soyez les bienvenus à ce webinaire consacré au deuxième appel à projet visant à renforcer l'inclusion numérique par le biais des CPS. Je m'appelle Yann de Koning et je suis le coordinateur du DigiLab pour SPP Intégration Sociale. Le temps passe vite, mais pas un an s'est écoulé depuis que nous avons pu présenter le premier appel à projet avec notre ministre, notre président, la chercheuse Ilse Mariën et un certain nombre de bonnes pratiques et d'autres interlocuteurs. Un jury a sélectionné 40 projets très divers et malheureusement, nous avons également dû constater que nous devions décevoir de nombreux autres bons projets et les informer qu'ils n'avaient pas été retenus dans cette liste finaliste. Maintenant, compte tenu de ce succès du premier appel et de la forte demande pour un nouvel appel à projet, nous lançons déjà cet appel maintenant. J'espère que vous serez aussi enthousiaste qu'en 2022 et je me réjouis déjà de voir de nombreuses candidatures. Avant de commencer, je voudrais faire encore une petite annonce pratique. Vous avez la possibilité de poser des questions. Pour cela, utilisez le bouton Q&R en bas de l'écran. N'attendez pas à la fin de la présentation pour poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions dès maintenant. Les autres participants peuvent également les voir et, s'ils souhaitent, les faire remonter en donnant un coup de pouce. Nous essayons de répondre à toutes les questions avant fin de ce webinaire qui sera prévu vers l'heure de midi. Je pense que je vais m'arrêter déjà ici et passer la parole à Masha Peters pour plus de précisions et d'informations. Masha, allez-y. Juste le micro, Masha. Voilà, pardon. Bonjour donc, merci Anne. Donc je m'appelle Macha et je fais partie aussi de l'équipe DigiLab au sein du SPP Intégration Sociale. Je vais vous présenter aujourd'hui les grandes lignes de l'appel à projet que nous avons lancé il y a quelques jours. J'espère avoir assez de voix pour aller jusqu'au bout et vous veuillez m'excuser d'ores et déjà si je dois m'interrompre pour boire ou tousser. Alors, vous savez tous que malgré les efforts déjà fournis, tant par les pouvoirs publics que par le monde associatif pour améliorer l'accès au numérique et les compétences numériques, le nombre de citoyens en difficulté avec le numérique a encore augmenté. Les chiffres des différentes études, notamment le baromètre 2022 de la Fondation Rabaudouin, le démontrent. Près d'un Belge sur deux, soit 46% de la population, est toujours en situation de vulnérabilité numérique, donc 6% de plus que le dernier baromètre. 7% de la population n'utilise pas Internet et 39% ont des faibles compétences numériques. Et on voit que c'est surtout chez les personnes donc déjà vulnérables sur le plan socio-économique et culturel que les compétences sont les plus faibles, que les personnes avec un faible niveau de diplôme ou de revenus, les personnes de plus de 55 ans et les femmes courent aussi un plus grand risque de vulnérabilité numérique. Je ne vais pas m'étendre plus longuement sur ces chiffres et sur ces informations, mais que vous retrouvez évidemment sur le site de la Fondation Roi-Baudouin. Alors, donc, compte tenu de ce contexte, la ministre Madame Karine Laddieu a lancé le projet donc e-Inclusion for Belgium pour soutenir des projets qui favorisent l'inclusion numérique des personnes les plus vulnérables. Ce projet a pu voir le jour grâce aux fonds européens octroyés dans le cadre du plan belge pour la relance qu'on appelle le RRF et donc il vise à aider les États membres à sortir plus fort de la pandémie. Le budget assez important donc de 30 millions d'euros sera consacré en grande partie à soutenir les CPS et aussi les acteurs sociaux qui mettent en place des projets en matière d'inclusion numérique, que ces projets soient déjà lancés ou qui doivent encore être développés. On estime en effet que les CPS sont, en tant qu'organisation de première ligne, sont en contact évidemment avec un large éventail de groupes qui sont numériquement vulnérables et qui peuvent donc jouer un rôle vraiment central, hyper important dans l'inclusion numérique de ces personnes. Donc en 2022, comme Yann l'a dit, on a lancé un premier appel à projets. Vous retrouvez les 40 projets qui ont été sélectionnés, un résumé des 40 projets sur notre site internet si vous voulez en savoir plus et si vous voulez vous inspirer sur le type de projets qui ont été retenus.
cette année, donc on a un budget de 6 400 000 € aussi donc à destination des CPS, et on lancera dans la fin de l'année 2023 un appel à projet à destination des acteurs sociaux cette fois-ci. L'organisation de cet appel à projet, c'est via nous, les Digilab, et nous, nous serons là pendant tant du début maintenant que jusqu'à l'exécution aussi de votre projet et l'évaluation de votre projet. Alors, quelles sont les conditions de participation à cet appel à projet? Donc, comme je l'ai dit, il est ouvert uniquement aux CPS ou associations de CPS, donc ce qu'on appelle les associations chapitre 12. Et le but, c'est d'améliorer l'inclusion numérique des groupes vulnérables, de réduire les inégalités liées à la fracture numérique. Donc ça, je vous renvoie vers les différentes études sur le sujet, également aussi à côté de la Fondation Roy-Vaudouin, pensez à l'étude, les travaux d'Ilse Marienne de la VUB ou de Perrine Brodkorn de l'UCL. Sur notre site internet aussi, vous avez des références pour savoir un peu plus sur ce concept d'inclusion numérique si vous n'êtes pas encore familier. Ce qu'on demande, c'est que les projets s'axent sur un ou plusieurs des 4 focus qui sont repris ici. Quels sont ces focus? Le premier, construire des réseaux de soutien. Donc si une personne a un problème, a des difficultés à effectuer une démarche en ligne, elle devrait pouvoir facilement faire appel à quelqu'un de son réseau. C'est souvent les personnes les plus proches d'abord qui peuvent l'aider, mais si elle n'a pas de proches, dépendants proches qui peuvent l'aider, que ce soit un intervenant social ou qu'elle puisse facilement trouver une alternative auprès d'une organisation d'aide pour les aider à s'orienter dans ce monde numérique et augmenter aussi leurs compétences. À défaut, évidemment, les droits essentiels des personnes peuvent être compromis. Un deuxième axe, c'est l'amélioration des compétences des groupes vulnérables. Tout citoyen devrait être armé, avoir des compétences nécessaires pour faire face à l'augmentation de la numérisation des institutions tant privées que publiques. Et donc là, on vous propose de proposer des projets qui visent donc désignation de formations, d'ateliers thématiques, que ce soit pour apprendre à utiliser un service particulier, à effectuer une démarche, à connaître, à créer une adresse email, à utiliser une adresse email, mais ça va aussi au-delà de tout ce qui est banque, ITSMI, déclaration d'impôt, santé. Ça inclut la fluidité numérique, ça inclut aussi l'éducation aux médias et évidemment pour atteindre des objectifs, pour relever ce défi, vous pouvez faire appel à des acteurs de l'inclusion numérique qui eux sont spécialisés aussi là-dedans, qui ont une attitude spécifique pour apprendre au public numérique vulnérable et des outils particuliers qui leur permettent de passer outre les peurs ou les différents autres freins que pourrait avoir le public visé. J'attire votre attention ici sur le fait que les formations, par contre, ne peuvent pas viser uniquement à améliorer la position de personnes sur le marché du travail pour une raison de compétences régionales. Donc ça ne peut pas être des formations uniquement en Word, en Excel et des choses comme ça. Le troisième focus, donc, c'est améliorer les compétences des intervenants sociaux, évidemment, qui sont aussi en première ligne, qui eux-mêmes doivent pouvoir maîtriser l'outil numérique. Ils doivent pouvoir aussi sensibiliser, connaître ce qu'est l'inclusion numérique, savoir aiguiller, soit aider eux-mêmes, soit aiguiller les bénéficiaires ou le public cible avec les différents outils numériques. Et le dernier focus, c'est l'amélioration des services essentiels accessibles numériquement, notamment en appliquant ce qu'on appelle le concept donc inclusion by design. Donc si la numérisation d'un service particulier s'avère être une bonne solution, il faut déjà se poser la question, parce que ça dépend aussi du public qu'on vise. Et donc si c'est une bonne solution, donc à la fois pour le service, mais aussi pour les citoyens, il faut que ces derniers, enfin on vous demande, c'est le seul principe, que ces derniers soient impliqués dans le développement dès le début, donc en amont de la création de la numérisation de ce service. Donc l'idée, c'est de faire participer le public cible à la création pour que cet outil soit intuitif, soit convivial, soit accessible à tous, d'utiliser un langage juridique, enfin pas juridique, mais un genre clair, et investir aussi dans une conception qui est simple, orientée vers l'usager, qui respecte les normes Any-Surfer, qui respecte les personnes qui souffrent de déficiences. Et voilà, c'est tout cet ensemble qu'on appelle l'inclusion, la conception inclusive d'un
d'un service qu'on va numériser. Alors, quel public peut être visé? C'est un public assez large, assez hétérogène. Donc c'est un public numériquement vulnérable donc en Belgique. Attention, on ne vise que des adultes, donc toute personne de plus de 18 ans qui présente un risque de facteur numérique. Donc c'est-à-dire que les projets à destination des jeunes de moins de 18 ans, donc des écoles, ne seront pas retenus, sont exclus, sauf à organiser, on va dire, un atelier spécial pour des parents qui doivent utiliser par exemple une plateforme scolaire. Mais là, le public cible, ce sont les parents des jeunes. Donc à destination des jeunes, ce ne sera pas retenu pour une histoire aussi de compétences régionales et pas fédérales. Alors, au niveau du public, donc on pense aux personnes vivant dans la pauvreté, aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux migrants, aux femmes, aux familles monoparentales, aux NEETs, aux sans-abri. La liste n'est pas exhaustive, dépendra vraiment fortement du contexte local. Et vous voyez aussi du coup que le public peut aussi dépasser le public peut-être ordinaire du CPS. Les travailleurs sociaux ou de façon plus large, les intervenants sociaux, donc à la fois les aides familiales, les aides à domicile, peuvent aussi, sont aussi visés, peuvent être le public cible de votre projet. Et voilà, il est important aussi de pouvoir proposer des services, pas uniquement peut-être dans les lieux des CPS, mais dans le lieu qui serait le plus adapté. Si c'est la maison de repos, par exemple, si votre public cible des personnes âgées, ça sera peut-être plus adapté. Alors, qui peut postuler à l'appel à projet? Seuls, donc je l'ai dit, les CPS ou associations de CPS chapitre 12 peuvent être le porteur du projet. Et il y a une condition, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 10 000 habitants par projet. Donc le nombre d'habitants, il est fixé sur base du nombre d'habitants par commune qui est repris sur le site de statistiques belges. Donc si un CPS est sur le territoire d'une commune de moins de 10 000 habitants, il doit collaborer, c'est une obligation, avec un ou plusieurs autres CPS pour atteindre le seuil minimum des 10 000. Donc de façon générale, en fait, à côté de cette obligation de collaboration, les collaborations sont fortement encouragées dans le cadre de cet appel à projet. Pourquoi? Parce que ça permet de mutualiser les coûts, évidemment, de fonctionnement, de personnel, de définir carrément une stratégie qui va englober différents territoires, différents acteurs, et aussi, du coup, sans doute de permettre d'assurer la pérennité de votre projet au-delà de ce subside. Je vais y revenir, mais vous voyez déjà qu'on distingue trois types en fait de collaboration. Ce qu'on appelle les co-exécutants, donc ça c'est des collaborations avec CPS et communes, et les contractants, qui souvent nécessitent un contrat, on l'a dit, ou un marché public. Là, on parle des ASBL, ONG, les acteurs de l'inclusion numérique ou toute autre collaboration. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, quelle est la durée du projet? Donc, la durée de financement est de 2 ans, du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2025, moyennant à la fin de l'année 2023, 2024, du coup, pardon, une évaluation après un an, une évaluation un peu avant un an, pardon, une évaluation positive de votre projet. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'office un subside pour les 2 ans. Votre projet sera soumis à une évaluation, on vérifiera au niveau des pièces et des rapports qui auront été transmis si il peut être prolongé pour la deuxième année. Le calendrier, donc vous avez dû le voir que cet appel à projet se clôture le 14 mai à 23h59 précise. N'attendez pas la dernière minute pour introduire votre projet. Et que, voilà, autant le faire dès que vous êtes prêts. Le jury aura lieu fin juin et l'annonce de la sélection sera pour le mois de septembre. Alors, vous avez peut-être déjà vu, donc comment postuler? C'est via un formulaire de candidature en ligne. Vous devez simplement nous faire une demande de création de compte pour y avoir accès. Il est possible de travailler des ressources sur le formulaire en plusieurs fois, d'y revenir par la suite, d'enregistrer donc ce que vous faites. On a aussi mis un formulaire PDF, on a publié ça, mais c'est simplement pour que vous puissiez prendre connaissance de l'entièreté des questions et éventuellement les communiquer en interne, mais ce n'est pas le document qui doit nous être transmis. Donc c'est vraiment le formulaire en ligne. Vous trouverez aussi sur notre site internet la brochure d'information que je vous encourage vraiment à parcourir si vous ne l'avez pas encore fait, parce que là, on reprend vraiment toutes les étapes de ce formulaire en détail. Ce que je ne vais pas faire aujourd'hui, je vais passer sur les grands points du formulaire, qui est un formulaire en fait
finalement assez classique. Qu'est-ce qu'on y demande? D'analyser le contexte local. Donc, ce qui se fait déjà, ce qui ne se fait pas encore sur votre territoire, quel type de population vous avez, si possible avec des chiffres. Alors, on ne vous demande pas de nous refaire de nous mettre les chiffres en matière d'inclusion numérique, ça on les connaît, les baromètres de la Fondation Rabona notamment. Donc, c'est vraiment spécifiquement sur votre territoire, quel est le type de population que vous avez, quel est le type de besoin, quel est le type de problématique, et si possible avec des chiffres. Donc, on vous demande aussi de cibler donc un ou plusieurs publics, de décrire les différents objectifs de votre projet, objectifs finaux, objectifs intermédiaires, qui soient toujours smart, et donc qui soient donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. On vous demande aussi d'indiquer clairement quel sera l'impact de votre projet, comment vous allez aussi évaluer votre projet, en quoi il sera innovant, en quoi il pourrait être exemplaire pour d'autres CPS. Voilà, ce sont toutes des questions qu'on vous demande d'étayer. D'ailleurs, au niveau de l'innovation, sachez que c'est un des critères de sélection qui sont d'ailleurs tous repris dans le règlement et dans la brochure. L'innovation, c'est un critère qui vaut 10 points sur les 100 points. On vous demande aussi de mettre les forces et faiblesses de votre projet, quels sont les risques. Soyez précis, parce qu'au plus vous serez précis, au plus le jury pourra mieux comprendre votre projet, et ce sera aussi d'ailleurs plus simple pour la suite, pour la gestion de votre projet, si vous êtes sélectionné. Alors, le déroulement du projet, on demande aussi ça dans le formulaire, mais de nous indiquer plus précisément, donc pour tel objectif, quelle action va être mise en place et selon quel planning. Soyez concret, mais essayez vraiment de vous mettre déjà de vous projeter sur les 2 années à venir de votre projet, pour que on puisse vraiment voir où vous voulez aller et comment vous allez procéder. À ce niveau-là, on demande aussi comment vous allez organiser concrètement votre projet, qui va se charger de quoi. Et c'est particulièrement important de décrire les rôles de chacun lorsque vous faites des collaborations avec une autre organisation. Et d'ailleurs de le délimiter, de le déterminer avant de commencer votre projet. On vous demande aussi d'indiquer dans le plan financier qui est disponible sur notre site les besoins, évidemment, le budget dont vous avez besoin par année de financement. La première année donc, va de novembre 2023 à octobre 2024, et la deuxième de novembre 2024 à octobre 2025. Le critère de budget d'ailleurs vaut pour 20 points. Soyez le plus précis que vous puissiez. Demandez déjà éventuellement des devis pour que vous ne deviez pas parce qu'on va se baser aussi sur votre plan financier par la suite. Donc, au plus vous êtes précis maintenant, au plus ce sera facile pour la suite. Alors, les collaborations, comme je l'ai dit, elles sont donc obligatoires pour les CPS qui n'atteignent pas les 10 000 habitants et fortement encouragées pour les autres. C'est aussi un critère de sélection des projets qui vaut pour 10 points aussi sur 100. Donc, dans tous les cas qui les collaborations pas, mais donc c'est le CPS qui doit rester le porteur de projet et le responsable du projet doit avoir un rôle actif, un acteur principal, donc c'est pas juste une boîte aux lettres, il doit avoir un rôle actif. Et alors, au niveau des collaborations, comme je vous l'ai dit, donc on distingue les co-exécutants, donc qui sont les communes ou autres CPS, des contractants comme les ASBL, les maisons de repos, les refuges pour sans-abri, des acteurs d'inclusion numérique. Il y a aussi plus de détails sur notre site internet à ce niveau-là, des sociétés, les indépendants, tout ça, ça va dans les contractants. On vous demande de joindre au niveau des co-exécutants une déclaration d'intention, donc qu'il y ait un engagement réel de CPS ou de la commune avec qui vous allez collaborer et qui soit exprimé officiellement. On vous demande aussi de joindre l'extrait UBO. Alors l'extrait UBO, ça paraît, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jargon un peu particulier. Donc ça fait partie on est dans un cadre européen, et donc dans le cadre européen, il y a de nombreux contrôles, notamment sur les conflits d'intérêts et corruption. Et cet extrait UBO, c'est pour nous permettre de vérifier notamment
les éventuels conflits d'intérêts. Donc l'extrait UBO, c'est un extrait qui reprend en fait les données, les noms, prénoms, date de naissance des différentes personnes qui constituent une association, une entreprise. Les communes et CPS ne sont pas obligés, sont exonérés de s'inscrire, de s'y inscrire dans ce registre. Certains le font quand même, mais on a mis sur notre site internet une attestation qu'on appelle l'attestation donc des bénéficiaires finaux, donc les personnes finales, enfin les personnes physiques derrière l'institution. Et donc on vous demande de remplir ce document qui est aussi et de le joindre à votre formulaire de candidature. Pour les contractants, on ne va pas demander de nous fournir les marchés publics. Vous n'aurez probablement pas encore de marché public. Donc, ce qu'on vous demande d'indiquer dans le formulaire, si vous avez déjà des contractants sûrs, parce que vous avez déjà un marché existant que vous avez utilisé, vous pouvez les noter, donc il y a une partie où vous pouvez nommer les noms, et puis une autre partie dans le formulaire, vous pouvez décrire plus avant les collaborations. Et là, on vous demande d'expliquer un peu quel est le rôle de chacun, quel est le rôle de chacun et tout ça. Si vous prévoyez de consulter tel ou tel acteur d'inclusion numérique, par exemple, ça, vous pouvez le mentionner aussi, évidemment, sous réserve évidemment que vous ayez, qu'ils aient par exemple le marché. Et alors, on a mis une troisième catégorie de collaboration, c'est ce qu'on appelle les autres collaborations. C'est ceux qui ne vont pas recevoir de financement direct. On pense par exemple à une association qui ferait partie d'un groupe d'inclusion numérique que vous auriez lancé sur votre territoire. Et donc là, elle ne va pas recevoir directement d'argent, mais il y aura des échanges. Elle participera quand même au projet et d'une certaine façon. Alors, ce qu'on demande aussi, c'est de nous prendre le temps de réfléchir à la communication autour de votre projet. Ah oui, juste pour revenir sur la collaboration, sachez aussi que sur notre site internet, vous pouvez mettre une annonce si vous cherchez une collaboration ou à l'inverse, si vous pouvez consulter le site pour voir s'il n'y a pas des annonces qui seraient intéressantes pour votre projet. Donc, c'est pour faire du matching, on va dire, via notre site internet si jamais vous-même, vous ne savez pas très bien avec qui vous pourriez collaborer. Et ça peut évidemment aller au-delà des territoires, enfin des voisins, ça peut être au-delà d'une région éventuellement aussi. Donc au niveau de la communication, on vous demande vraiment le temps de prendre le temps de réfléchir, de nous indiquer donc comment vous allez communiquer, d'une part évidemment pour atteindre au mieux le public cible, mais aussi comment vous pourriez créer des supports de communication qui pourraient être utiles, par exemple, soit pour d'autres CPS, soit d'autres institutions, pour échanger des idées, pour mettre aussi en avant les succès et parler aussi des difficultés. Donc, on vous propose d'être créatif, de penser aussi aux vidéos, aux sons, des spots radio, de différents médias. Alors ici, on a intégré aussi les règles de communication pour déjà vous prévenir, mais ça, on y reviendra plus tard une fois qu'on exposera les conditions pour les projets sélectionnés. Mais donc, il faudra toujours indiquer dans votre communication les 3 logos que vous voyez ici sur le slide, donc l'Union européenne, Digilab et le SPP Intégration sociale. Alors, on demande aussi dans le formulaire de candidature de porter une attention particulière à la durabilité de votre projet au sens de la pérennité du projet. Pensez votre projet à long terme, au-delà des 2 années de subventionnement. Donc, comment pourra-t-il être soutenu financièrement par la suite? Comment ancrer le projet de façon durable dans votre structure ou avec votre partenaire ou dans la politique, dans la stratégie, enfin, voilà, on vous demande d'y penser et déjà de nous indiquer aussi des informations à ce sujet. Alors, on en a fini pour les différentes rubriques. Ce sont les différentes rubriques donc, du formulaire de candidature. Et on va parler de chiffres parce que, évidemment, si vous êtes là, c'est que vous aimeriez recevoir une subvention. Donc, les montants de subvention vont de 60 000 € à 400 000 € et ça dépend donc du nombre d'habitants par projet. Donc, j'insiste bien aussi, donc si vous êtes un CPS de 6 000 habitants, mais que vous faites une collaboration avec un autre CPS de 6 000 habitants, vous tombez dans la première tranche et vous pouvez demander 60 000 €.
J'insiste sur le fait de bien penser vraiment en amont sur les différents coûts de votre projet pour pas être pris au dépourvu par la suite, parce que certains, des fois, l'année dernière, c'était le cas, donc c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Pensez qu'il y aura des frais de coordination du projet parce que le coordinateur de projet va devoir assister aux différentes intervisions, il doit rédiger des rapports d'activité, des rapports financiers, il y a des frais de déplacement, frais de formation. Donc pensez aussi évidemment aux frais des prestataires externes, que ce soit des formations, des acteurs d'inclusion numérique, du matériel nécessaire pour mettre en œuvre votre projet. Je vais y revenir un petit peu après avec les différentes dépenses qui peuvent être acceptées ou refusées, mais de toute façon, toutes les infos figurent dans notre brochure d'information. Au niveau du paiement, vous aurez, si votre projet est sélectionné, donc une avance de 30% sera payée dans le mois de la signature du protocole d'accord, donc ça va correspondre au début de votre projet. 6 mois après, vous pouvez nous envoyer une demande de remboursement de frais, pour autant évidemment qu'il soit justifié, et justifié au-delà de l'avance, donc au-delà des 30%. Et à la fin de la première année également. La deuxième année, il n'y a pas d'avance, mais donc il y a ces 2 demandes de remboursement qui sont liées toujours aussi d'ailleurs à une période de rapportage. Et ce n'est que si votre projet a une évaluation donc positive que vous pourrez passer dans la deuxième année. Alors quelles dépenses? Donc ça, vous avez le listing de toutes les dépenses autorisées ou pas et à la fois dans le règlement et dans la brochure d'information. Ce sont des dépenses qui doivent porter sur la période de novembre 2023 à octobre 2025. Donc si vous commencez déjà à travailler sur votre projet maintenant, tant mieux. Parce que la mise en place, je le conseille d'ailleurs, parce que la mise en place administrative de prise de contact prend quand même aussi déjà du temps. Donc ça, c'est toujours utile de commencer avant. Mais par contre, ces dépenses-là ne pourront pas être subventionnées par notre prise en charge par notre subside. Il faut que ce soit des dépenses évidemment effectuées par le bénéficiaire du subside et que vous ayez des documents, des dépenses, il faut qu'elles soient justifiables et donc que vous ayez des documents justificatifs clairs. Pensez-y aussi quand vous mettez vos dépenses, que ce soit les fiches des salaires, ça peut être assez clair. Veillez par contre toujours à ce que aucun de ces coûts ne soit déjà financé par un autre subside ou par un autre biais, auquel cas vous vous exposerez à un double financement qui est strictement interdit. Et à ce niveau-là, l'Europe est assez exigeante, mais pas que l'Europe, mais nous aussi. Alors pour le mettre dans les frais, vous pouvez aussi mettre du matériel informatique, mais il doit être limité à 25% du montant annuel demandé. D'ailleurs, votre Excel financier va se mettre en rouge si vous dépassez ce montant. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'il y a déjà eu beaucoup de matériel informatique qui ont été donnés et que le don, enfin l'achat de matériel ne peut pas être le but premier de votre projet. Donc ça peut venir pour aider parce que vous voulez organiser des formations, vous avez une permanence d'un informaticien public, cet informaticien a besoin d'un ordinateur, ok, vous pouvez évidemment insérer ce genre de frais, mais donc c'est limité à 25% du montant annuel. Oui, et donc grande attention sur le double financement, particulièrement au niveau des salaires, donc soyez bien attentifs. Au niveau du cofinancement, je ne sais pas si vous avez vu, mais donc à partir de la deuxième année du projet, on vous demande c'est une obligation de cofinancer 20% du budget annuel des dépenses éligibles, que ce soit en fonds propres ou via d'autres subsides régionaux ou locaux, mais pas des subsides européens. Donc si votre projet a reçu 60 000 € la première année et que vous aviez prévu un budget similaire pour la seconde année, vous devrez cofinancer 12 000 € et vous recevrez de notre subside 48 000 €. Alors, il y a une petite particularité pour les quelques projets qui ont été sélectionnés en 2022, mais qui n'avaient introduit un projet que pour 1 an. Et s'ils souhaitent introduire un nouveau projet, eux devront apporter un cofinancement de 20% dès la première année pour ne pas créer d'inégalité avec les autres projets de 2022. Alors évidemment, en contrepartie de l'octroi du subside, comme pour chaque subvention,
vous devrez remplir évidemment certaines obligations administratives. Ces obligations vont reposer principalement sur le porteur de projet, donc le CPS porteur de projet, et qui sera notre unique point de contact. Donc nous, on va, enfin c'est le gestionnaire pardon, du projet au sein du CPS qui sera notre unique point de contact. Donc on vous demande de désigner une personne qui sera notre interlocuteur et à qui on enverra toutes les communications. En quoi consistent donc les obligations? Les projets sélectionnés devront d'abord signer un protocole d'accord en début de projet où on va fixer des différents indicateurs et les objectifs de votre projet. Vous devrez nous rendre des rapports d'activité, rapports financiers et aussi respecter les dispositions légales usuelles. On pense particulièrement à la loi sur les marchés publics. Pardon. Et ensuite des dispositions plus spécifiques liées au projet européen, à savoir notamment le principe DNSH ou Do Not Significant Harm, qui signifie ne pas nuire donc de façon significative aux objectifs environnementaux qui sont fixés par l'Union européenne. Donc on vous demande là de préciser, c'est un document qui est aussi à joindre à votre formulaire d'introduction. On vous demande notamment de veiller à réparer ou recycler vos équipements, d'effectuer des achats durables ou circulaires par exemple, de former sur l'impact du numérique sur l'environnement, et de conseiller ou de conseiller par exemple l'utilisation de tel ou tel moteur de recherche plutôt qu'un autre. Voilà, alors on a ici, je vous ai mis aussi les dates des différents rapports. Vous aurez un rapport, un rapport intermédiaire, un rapport final provisoire et un rapport final, mais ce sera plus clair ici sur ce schéma. Donc, vous voyez en bleu d'abord le protocole d'accord. Ensuite, on voit qu'au mois de mai, il y a un premier rapportage à rendre, un deuxième au mois de fin août qui nous permettra de valider si oui ou non votre projet peut être prolongé pour une deuxième année, et un rapportage final. Vous voyez aussi sur ce schéma qu'il y a des intervisions. Donc, on vous demande, c'est une obligation, quand votre projet est sélectionné, d'assister à 5 intervisions par an, entre une demi-journée ou une journée, qui ont lieu à Bruxelles. Et le but, c'est d'échanger avec vos pairs, de partager les problèmes rencontrés, de trouver aussi des solutions, et pourquoi pas susciter même des collaborations entre vous. Ce sont des moments d'accompagnement personnalisé. On est d'ailleurs accompagné, nous, par, il y a un accompagnement scientifique de l'AVUB et de l'ensemble d'ailleurs enfin, il y a un grand panel d'universités belges qui sont partie prenante de cet accompagnement scientifique. Donc ça, c'est vraiment une plus-value aussi pour votre projet, pour vous et pour l'inclusion numérique. Donc ces moments d'intervention sont là aussi évidemment pour vous aider sur toutes les questions que vous aurez sur les différents rapportages, différents rapportages. Là, vous avez aussi déjà plus d'informations à ce sujet-là dans la brochure d'information, mais évidemment, on reviendra avec d'autant plus d'informations une fois que vous saurez que votre projet est sélectionné. Et donc, n'ayez pas peur parce qu'évidemment, je vous bombarde d'informations. Tout est plus détaillé dans la brochure. Et donc ça, et puis nous, on est toujours là aussi évidemment pour vous aider de façon générale. Donc dès que vous avez une question, ça vous n'hésitez pas à, je ne vois pas le chat, mais on peut peut-être mettre l'adresse email donc de Digilab si vous avez des questions, ou à nous appeler s'il y a quelque chose qui reste peu clair. Bon, ma voix tenue. Et donc, je pense qu'on peut passer aux questions. Je vois qu'il y en a, mais je n'ai pas l'occasion de les regarder. Donc, Yann, je te donne la parole. Merci beaucoup, Macha. Donc, voilà déjà beaucoup d'informations sur l'appel à projet. Comme Macha l'a dit, n'ayez pas peur. Il y a beaucoup d'informations, mais on a publié aussi une brochure d'informations qui se trouve sur notre site web et les liens vers ces informations se trouvent aussi dans le chat. Je vais essayer de répondre à quelques questions pour que Masha puisse reposer un peu ses cordes vocales. Tout d'abord, la première question ça concerne les projets approuvés en 2022, donc ceux qui ont déjà obtenu un accord pour le projet
pluriannuels, donc 2 ou 3 ans, ne doivent pas répondre à cet appel à projet, mais eux doivent quand même répondre à un autre questionnaire qu'on va les envoyer vers mi-chemin de cette année. Donc ça sera vers juillet à peu près qu'ils vont recevoir une sorte de questionnaire auquel ils doivent répondre pour qu'on sait évaluer le projet et faire une proposition de prolongation ou pas prolonger le projet pour les années à venir. Donc ça suivra plus tard. Oui, Cédric demandait qu'est-ce que c'est la différence entre l'appel un projet 2022 et 2023. La grande différence, donc par rapport au contenu, les 2 appels à projet sont fort similaires. On a juste un peu plus précisé ou expliqué les différents focus de ce qu'on atteint ou veut atteindre via l'appel à projet dans celui-ci. La différence, c'est la durée des différents projets. Dans la première appel à projet, on pouvait introduire des projets d'1 an, 2 ans ou de 3 années. Dans celui-ci, ce sont d'office des projets de 2 ans. Plus d'autres informations là-dessus se trouvent aussi dans la brochure d'information. Puis Franck demandait aussi, doit-il s'agir d'investissement ou cela peut être des licences mensuelles? Ça dépend un peu de votre projet. Donc, il y a juste une limite pour les investissements informatiques de 25% du total du projet. Faites aussi attention aux licences ou autres achats, par exemple en ligne, on peut tous acheter des trucs via Amazon ou via d'autres sites web, mais que tous achats s'effectuent quand même au sein de l'Europe. C'est pour éviter un peu de problèmes avec les UBO après. On a déjà constaté quelque chose pareil et on doit aller chercher les UBO des films qui sont en dehors de l'Union européenne et ça nous posera quand même quelques soucis administratifs. Puis Cédric demandait aussi si nous avons des opérateurs de référence de formation pour les aidants numériques, parce que désirent à la fois former les agents CPS et les agents communaux et les citoyens. Peut-être Masha, toi tu peux encore répondre là-dessus. Vous m'entendez? Oui. Oui, pardon. On a repris, donc sur notre site internet, vous retrouverez une liste d'acteurs d'inclusion numérique, donc ils sont spécialisés, donc je pense à Bibliothèques sans frontières, Interface 3 NAMU, We Take Care, enfin, il y a toute une liste. Alors c'est pas tout à fait la même du côté francophone et néerlandophone, mais donc vous pouvez aussi regarder du côté néerlandophone, ça dépend un peu où vous situez, mais en général, donc du côté francophone, vous aurez toutes les informations à ce niveau-là. C'est pas une liste exhaustive, on la complète au fur et à mesure, donc vous pourriez encore trouver d'autres personnes, mais là, ce sont en tout cas des organisations qui ont déjà travaillé avec des CPS cette année. Et donc, vous n'hésitez pas à les contacter. Je crois que Yann, sauf erreur, tu as Oui, passé la question sur la maison de repos d'ASBL. Peut-elle participer comme collaborateur, mais pas comme porteur de projet? Donc, vous pouvez contacter le CPS de votre le ou les CPS, de votre territoire et voir si eux sont prêts à lancer un projet, ils sont prêts à s'y investir. Et vous pourriez être un partenaire, un collaborateur éventuellement, sous réserve évidemment de respecter tout ce qu'il en est au niveau juridique. Oui. Donc les projets ne se limitent pas uniquement aux clientèles des CPS, donc c'est vraiment dans le sens plus large. Donc les maisons de repos de la commune sont aussi visées, mais il faut s'associer aux CPS, qui sont nos interlocuteurs principaux pour l'aspect d'intégration sociale et aussi dans le cadre de cet appel à projet. Je vois aussi que Frank van den Brede offre
ce service aussi pour les seniors et les ASBL et CPS, ils peuvent compter sur myseniors.be pour une communication active vers la cible des seniors. Donc, si vous voulez prendre contact avec eux, non, pas de souci. Ce webinaire est aussi enregistré et la présentation sera publiée après aussi sur notre site web. Donc, vous pouvez toujours revoir cet enregistrement après. Il y a Isabelle Charlier qui demande un peu plus de feedback pour les raisons de refus de leur projet. Si la personne qui a introduit le projet au sein du GILEP n'a pas encore fait la demande, ils peuvent la faire maintenant via l'adresse mail gilap@mis.be et vont vous donner un certain retour par rapport à votre projet. Donc, je ne connais pas vraiment ni le CPS ou d'autres projets qu'il a introduit, mais toute information va être donnée. Puis Amine a dit, qu'est-ce que passe-t-il si un fournisseur ne nous fournit pas de documents de registre UBO? Dans le cadre de cet appel à projet, nous devons transmettre toutes les informations des bénéficiaires finaux auprès de l'Europe. Actuellement, on vous demande quand même de nous transmettre toutes ces informations nécessaires, mais bientôt, c'est pas encore le cas, mais bientôt peut-être nous aurons la possibilité aussi d'aller creuser ou d'aller vérifier dans le registre UBO les bénéficiaires finaux. Donc, vous pouvez continuer à travailler, mais quand même essayer d'obtenir des informations auprès de ces fournisseurs. Dans le cas où ce n'est pas possible, on peut voir s'il y a une solution. On peut essayer de prévoir une sorte de solution, mais actuellement, ils doivent vous fournir des UBO. Sont Et uniquement ceux qui... Amina est, sauf erreur, chargée de projet d'un projet de 2022. Ouais. Et donc là, l'obligation est encore toujours, Oui, pour ça, c'est encore toujours valable. toujours valable. Mais on essaye de les donner plus d'informations. On fait la prochaine ou la troisième intervision du 25 mai. Puis, Samy demande, est-ce que le fait de collaborer avec des ASBL de l'économie sociale favorise l'acceptabilité d'un projet et doit-on passer par des marchés publics dans ce cas-là? Marché? Il n'y a pas en soi de Non. raison parce que que ce soit une ASBL de l'économie sociale ou une autre Mhm. ASBL, que vous ne respectez pas la loi sur les marchés publics, enfin que le CPS, comme toute commune ou tout CPS, doit respecter la législation. Donc ça, moi, alors, nous, on n'est pas des conseillers marchés publics. Mhm. Mais dans la majorité des cas, il y a un marché qui doit être passé. Donc, le mieux dans ces cas-là, c'est que le CPS prenne contact avec son service juridique ou à défaut avec la fédération des CPS de sa région, s'il n'a pas d'information, ou son service marché public, pour savoir comment au mieux respecter la législation, que ce soit en fonction du montant. Donc ça peut être limité à une consultation de 3 offres, mais ça dépend évidemment toujours du montant, des différentes conditions. Donc nous, on ne va pas rentrer dans le détail d'application de la loi sur les marchés publics, mais on vous demande vraiment de la respecter parce que potentiellement, il peut y avoir aussi des contrôles et des audits derrière, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau européen. Mais ça, ce n'est pas une exception, on va dire, pour notre appel à projet. C'est l'application usuelle qu'un CPS doit faire en général pour ce genre de collaboration. Mhm. Ouais. C'est que demande aussi si les estimations budgétaires du projet ne sont pas précises. Est-ce que le projet peut être accepté? Il ne faut pas être précis à 1 euro près, mais
les grands mages, on doit savoir vers où l'argent va. Ce qu'on dit, ce sera 10 000 euros pour des investissements, 20 000 euros pour d'autres frais, du personnel et autres. On doit vraiment voir les différents blocs et ils doivent correspondre aux différents objectifs que vous allez mettre dans votre projet sous format SWOT. Mais pas à l'euro exact. C'est à peu près ça. N'est-ce pas, Macha? Oui, après, je pense que le plus simple, à la fois pour vous et aussi évidemment pour nous, mais c'est de déjà effectuer la démarche de regarder combien ça coûterait. Donc, Mm. pour tout ce qui est le matériel, il y a souvent des sites en ligne ou déjà des marchés existants qui vous permettraient d'avoir les montants que vous coûterait l'achat de X ordinateur ou de smartphone. Pour les prestations de services, on vous conseille de déjà peut-être prendre un premier contact avec des acteurs d'inclusion numérique, avec des prestataires indépendants pour avoir une idée, un devis, je dirais, de Mhm. différents prestataires et quand même ne pas sortir un chiffre qui vient de nulle part pour que ça soit vraiment déjà proche de la facture future parce que sinon après on va devoir faire toutes sortes d'adaptations budgétaires et qui demandent à chaque fois une validation digilable donc ça peut compliquer aussi le processus. Mais évidemment, on comprend que vous ayez encore du mal sur certains points à évaluer combien ça va coûter notamment pour la deuxième année de certaines choses. Mais si vous faites un audit, par exemple, de votre site internet, ben, vous savez que c'est plus ou moins 2500, 3000 euros. Donc, ça, vous pouvez vous renseigner. D'ailleurs, pour tout ce qui est Mhm. audit, vous pouvez aller sur le site de BOSA, donc tout ce qui est lié en lien avec l'accessibilité numérique des sites internet et des différents outils. Là, vous pouvez vous trouver aussi des informations plus précises. Ok, un grand merci. Je vois pas d'autres questions entrant, sauf on vous donne encore une minute à y ajouter quelques-uns. Je vois encore dans le chat que Karine a encore demandé une confirmation du fait qu'ils ne doivent pas répondre à cet appel à projet. S'ils ont déjà un projet, oui, nous vous confirmons ceci. Le questionnaire pour les prolongations de projet sera envoyé plus tard au projet, mais plus d'informations suivra dans le cadre du projet Intervision qu'on organisera en mai de cette année-ci pour les 40 projets qu'on a sélectionnés. S'il n'y a plus d'autres informations, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Je me remercie surtout Macha avec sa voix assez fragile et j'espère de voir beaucoup de candidatures d'ici le 14 mai 2023. Un grand merci à vous tous. Merci.